Quelle est la place des entreprises dans notre société? Ont-elles d'ailleurs un rôle social et quel est ce rôle? Autant de questions au cœur de la loi Pacte, promulguée le 22 mai 2019. Cette loi prévoit des dispositions d'application volontaire et des dispositions impératives. Voyons tout d'abord les dispositions d'application volontaire. C'est le cas tout d'abord de la possible définition d'une raison d'être dans les statuts. Ainsi, l'article 1835 du Code civil prévoit maintenant que les statuts d'une société peuvent spécifier une raison d'être, constituer des principes dont la société est dotée et pour laquelle elle entend allouer des moyens dans l'exercice de son activité. Selon les promoteurs de la loi Pacte, la raison d'être vise à rapprocher les entrepreneurs et les entreprises de leur environnement à long terme. La formulation d'une raison d'être est destinée à être utilisée de manière stratégique en fournissant un cadre de référence pour les décisions les plus importantes. Un exemple très parlant, le cas de Michelin, dont la raison d'être, inscrite dans les statuts, est d'offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Les entreprises qui ont défini leur raison d'être peuvent encore aller plus loin en adoptant le statut de société à mission. Par cette démarche, l'entreprise définit des objectifs sociaux et environnementaux qu'elle se donne pour ambition de poursuivre. Les modalités de suivi des engagements doivent être précisées et un organisme indépendant doit vérifier les bonnes exécutions de cette mission. Compte tenu de ces contraintes, il est probable que ce dernier dispositif reste assez marginal, au moins dans un premier temps. Mais voyons maintenant les dispositions impératives. La loi Pacte comporte des dispositions impératives importantes, applicables aux centaines de milliers de sociétés qui existent en France. Désormais, en vertu du second alinéa de l'article 1833 du Code civil, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Tout d'abord, il convient de rappeler que ce second alinéa est d'application immédiate, même aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur, et s'applique à toutes les sociétés, quelle que soit leur nature, leur type ou leur taille. L'alinéa instaure la reconnaissance législative d'une obligation dégagée par la jurisprudence, la société est gérée dans son intérêt social. Le législateur confirme ainsi qu'une société dispose d'un intérêt propre à se développer et à prospérer, intérêt qui peut être différent de celui des actionnaires. La seconde partie de l'alinéa concerne la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans les activités de nos entreprises. Cette nouvelle obligation concerne tous les aspects de gestion de l'entreprise, tant d'un point de vue juridique qu'opérationnel. Le non-respect de ce nouvel alinéa pourrait constituer une faute, voire un motif de révocation des dirigeants. Le régime applicable en matière de responsabilité civile, en revanche, sera le régime habituel, exigeant la conjonction d'un dommage, d'une faute et d'un lien de causalité entre les deux. J'attire votre attention sur un point important. En aucun cas, la loi ne commande aux entreprises d'aller à l'encontre de leurs objectifs de rentabilité. Mais cela signifie qu'entre deux scénarios rentables de manière égale, il convient d'opter pour la plus respectueuse des solutions vis-à-vis des enjeux environnementaux, mais aussi de protection des salariés, les enjeux sociaux. En toute hypothèse, il faudra désormais être en mesure de démontrer la prise en considération des intérêts protégés. Pour compléter mes propos, je laisse la parole à Valérie Vallet, vice-présidente Affaires internationales et développement durable de Dassault Systèmes. Afin de s'assurer que les intérêts de toutes les parties prenantes de l'entreprise, mais également ceux de la société au sens large, sont pris en considération et compris, je pense qu'il est tout d'abord nécessaire de communiquer en interne sur cette nouvelle obligation. Deuxième axe, on peut envisager de mettre en place des procédures pour s'assurer que toutes les décisions, en particulier celles des instances dirigeantes, ont bien été prises en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux. Il faudra également veiller à la bonne conservation de tous les éléments qui permettront de le démontrer. On peut aussi imaginer des procédures permettant de mesurer l'impact des décisions de gestion. Par exemple, par le biais des forces de vente,
qui peuvent recueillir d'importantes informations auprès des utilisateurs des produits et services fournis par l'entreprise. Autre piste, élaborer des indicateurs propres à chaque entreprise qui permettraient de mesurer l'impact environnemental global des produits et services fournis, tout en encourageant les collaborateurs à travailler différemment grâce à des mesures incitatives adaptées tenant compte de ces indicateurs. Enfin, il peut être intéressant de mettre en place des procédures de communication externes visant à valoriser les stratégies et les actions de l'entreprise qui auront été définies au regard des impacts sociaux et environnementaux. L'entreprise aura ainsi l'opportunité d'obtenir un avantage concurrentiel, non seulement au niveau du business, mais aussi en termes de recrutement, notamment en direction des jeunes générations. En conclusion, si certains considèrent cette nouvelle obligation comme une contrainte, je crois qu'il n'en est rien. En effet, depuis plusieurs années déjà, certaines entreprises tiennent compte des enjeux sociaux et environnementaux dans l'élaboration de leurs décisions et de leurs produits et services. Et ce, même en l'absence d'obligations légales en la matière. C'est le cas de Dassault Systèmes, pour qui cela constitue sa raison d'être. Et pour qui il est essentiel que les entreprises aient une approche collaborative permettant d'arbitrer entre le bien commun et les intérêts de toutes les parties prenantes. Dassault Systèmes, comme toutes les entreprises engagées dans une démarche similaire, a pu apprécier la portée de son engagement, notamment par la vision et la perspective que cela donne à toutes les parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes à l'entreprise. J'en donnerai deux. Premier conseil, les décisions prises par les organes sociaux doivent être motivées. Il faut montrer pour une décision donnée que les dirigeants ont effectivement pris en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Deuxième conseil, expliquer comment ces enjeux ont été pris en considération, surtout s'ils semblent sacrifiés en tout ou partie, à cause par exemple d'un coût excessif pour l'entreprise.